Au CPA, on est fiers de faire réseauter nos clients avec nos partenaires. Moi, je suis fière de répondre aux besoins administratifs de nos clients. Moi, je suis fier de mon dévouement au client, comme si son projet était le mien et que ça fonctionne. Je suis fier de faire partie de l'équipe du Centre de production automatisée parce que c'est une équipe polyvalente, dynamique et positive qui regarde vers le futur et qui prend à cœur le développement régional. Ma fierté, c'est de trouver des solutions simples à nos clients pour optimiser leur production. Je suis heureux des projets pour lesquels j'ai participé, principalement quand les clients sont satisfaits du travail pour lequel j'ai fait et de la qualité avec laquelle je l'ai fait. Moi, je suis fier de contribuer à la compétitivité des entreprises par les activités de recherche et de développement du Centre de production automatisée. Avec la formation, nous sommes fiers d'avoir aidé des clients à résoudre des problèmes qu'ils avaient depuis longtemps. Je suis fier de travailler avec la PME, d'y transférer un savoir-faire en automatisation qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédit, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. En 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Annuellement, plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple. Faites le www.synchronex.ca. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de la tournée manufacturière virtuelle donc des chambres de commerce. Secteur manufacturier qui est un secteur très névralgique dans la vie en général au Québec, mais surtout dans le contexte de la relance économique. On a beaucoup de membres, évidemment, dans notre réseau de chambres qui sont du secteur. Et plusieurs secteurs aussi des services se rattachent finalement au de l'intérêt pour le secteur manufacturier. Alors, qu'importe votre provenance, je vous souhaite la bienvenue ce matin à cette rencontre qu'on fait virtuellement. Donc, c'est une tournée. Alors, aujourd'hui, on est virtuellement au Lac-Saint-Jean, donc en collaboration d'ailleurs avec la Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est. Alors, je salue d'ailleurs son président, Maxime Néron, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Vous avez vu en introduction, cette tournée-là se fait en collaboration avec un partenaire à la Fédération que j'apprécie grandement, qui est Synchronex, donc le réseau Synchronex. Et je salue Marie Gagné qui est avec nous et qui va aussi vous adresser la parole dans quelques instants.
Cette tournée-là se fait donc pendant 10 vendredis, sauf aujourd'hui, jeudi, puisque demain, c'est congé pour la plupart des Québécois. Alors, on aura l'occasion au cours des prochaines semaines de se rendre à Rivière-du-Loup, à Gatineau, à Brome-Missisquoi. On reviendra à Montréal, à Blainville, à l'Assomption. On est en Abitibi, en Estrie. Donc, on fait vraiment le tour du Québec pour essayer de voir comment le secteur manufacturier doit passer à travers une série de transitions. Donc, vous allez voir, nos conférenciers vous ont préparé un concept qu'on appelle 12 transitions à travers lesquelles les entreprises manufacturières doivent passer dans le contexte actuel de transformation des entreprises qu'on connaît. Et aujourd'hui, on va mettre en lumière une de ces transitions-là qu'on appelle la transition écosystémique. Alors, on aura l'occasion, suite à la présentation donc, de nos deux conférenciers, qui sont Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien de la firme Deloitte, de s'entretenir aussi avec des entrepreneurs du secteur, évidemment, qui ont réussi ou qui ont eu à faire face justement à ces transitions-là et de voir comment ils ont pu en tirer un avantage économique et financier, j'espère aussi, dans leur secteur. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue donc, de la Chambre de Lac-Saint-Jean-Est, Maxime Néron, et je vous remercie d'être avec nous et je vous souhaite un bon long week-end après la journée d'aujourd'hui. Maxime. Je vous remercie beaucoup, M. Milliard. C'est bien gentil. Évidemment, à la Chambre, on est très fiers de pouvoir faire partie de cette tournée-là québécoise. En fait, je remercie la Fédération des chambres de commerce et Synchronex d'offrir aux régions, dont la nôtre, cette tournée manufacturière virtuelle. En fait, là, je pense que c'est très important aussi pour les entreprises de notre territoire. On a plusieurs entreprises de cette nature-là sur notre territoire. Je profite de l'occasion pour saluer nos collègues du regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont présents. Je remercie également nos panélistes invités d'avoir accepté notre invitation. Ils vont vous être présentés là, dans quelques minutes. En fait, on le sait, avec les nouvelles technologies numériques, l'industrie 4.0, le secteur manufacturier connaît des transformations qui sont sans égales. Les entreprises doivent composer avec des enjeux qui sont liés à l'innovation et aussi avec les enjeux qu'on connaît au niveau de la main-d'œuvre. Avec l'arrivée, évidemment, de la COVID-19, il y a des nouveaux enjeux qui sont venus complexifier encore d'autant plus le travail de nos entrepreneurs. Et il y a également des nouvelles opportunités qui se sont aussi créées. Donc, on souhaite que nos entreprises de fabrication québécoises, les entreprises de notre territoire, bénéficient de toutes les opportunités générées par la transformation de notre économie. La valeur ajoutée du rendez-vous de ce matin est justement d'offrir à nos entreprises les clés pour être proactives et se démarquer sur la scène locale internationale. Donc, je vais vous présenter également Mme Marie Gagné, qui est présidente directrice générale de Synchronex, qui est le partenaire de l'événement. Donc, Mme Gagné agit comme gestionnaire d'entreprise, d'organisation engagée en innovation depuis plus de 20 ans. Elle a participé au démarrage d'entreprises qui est issue de recherche universitaire, travaillant depuis plusieurs années auprès du réseau des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, donc les CCTT. On l'a vu tout à l'heure également dans la vidéo. Ce bagage-là lui permet à Mme Gagné de comprendre, de maîtriser finement les enjeux qui sont liés à l'innovation pour les entreprises et les organismes québécois. À titre de présidente directrice générale de Synchronex, qui est le réseau des CCTT, c'est de façon quotidienne que Mme Gagné peut intervenir pour aider les entreprises et organisations à se démarquer sur la scène locale internationale. Donc, on remercie beaucoup Synchronex de sa présence à l'événement et j'invite Mme Gagné à prendre la parole. Merci beaucoup, M. Néron, Charles, chers entrepreneurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement là, qui revient ce soir pour la région de Québec, là, se déplacer ne serait-ce que virtuellement est vraiment apprécié. Ma visite ici ce matin est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige comme entrepreneur à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour saisir les nouvelles opportunités d'affaires parce que la pandémie en amène aussi beaucoup. On parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester des nouveaux matériaux pour la fabrication d'équipements sanitaires, d'agriculture plus durable, de logistique du transport, de tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider. Les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider.
C'est un réseau de 1500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres à la grandeur du Québec pour les aider à améliorer leurs processus, leurs procédés, leurs produits et leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17 % plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17 % de plus de ventes, ça vous intéresse? Chaque CCTT se spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux, en passant par l'énergie, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez la chance d'avoir 5 CCTT, soit Agrinova, le Centre de géomatique du Québec, le Centre de production automatisée, Écofonde Boréal et ECOB Recherche et Transfert. Le Centre de production automatisée à Jonquière, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'ouverture, accompagne les entreprises dans l'automatisation, la robotisation, la maintenance. ECOB, aussi à Jonquière, intervient en santé et en éducation avec les entreprises, les organisations et les communautés dans des projets tels que la conciliation, études-travail, la persévérance scolaire, les saines habitudes de vie. Écofonde Boréal, à Saint-Félicien, se spécialise en fourrure nordique et intervient notamment avec les Premières Nations pour développer et positionner sur les marchés internationaux les produits de fourrure et de cuir. Le Centre de géomatique du Québec, à Chicoutimi, offre son expertise notamment en cartographie, en drone, en acquisition et interprétation d'images multispectrales dans tous les domaines. Enfin, Agrinova, à Alma, se spécialise en agriculture, tant en grande culture qu'en agriculture biologique ou de proximité. Et même si leurs expertises et leurs équipes sont exceptionnelles, vous pouvez aussi faire appel à n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive ou plus efficiente. Les CCTT sont un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est en ces temps particulièrement difficiles. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître aux entrepreneurs des 4 coins du Québec. De plus, en fonction des projets et des risques associés, certains programmes de financement avantageux pour vous pourraient s'appliquer pour la réalisation de vos projets avec les CCTT. Les CCTT seront en mesure de vous informer à ce sujet au besoin. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont extrêmement satisfaits de nos services et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année, car comme vous le savez, demeurer compétitif, c'est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités d'affaires et si vous avez besoin d'aide, si augmenter vos ventes de 17 % vous intéresse, n'hésitez plus, faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. Monsieur Néron, je vous redonne la parole. Je vous remercie beaucoup, Mme Gagné. Écoutez, sur ce, je cède immédiatement la parole à nos 2 conférenciers de ce matin que je vous présente. Donc, tout d'abord, M. Louis J. Duhamel, qui est conseiller stratégique au sein de la firme Deloitte et qui est également président sortant du comité manufacturier, innovation et exportation au sein de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et son collègue, M. Antoine Audy-Julien, qui est également stratège d'affaires au sein de la société Deloitte. Donc, messieurs, je vous cède la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Heureux de présenter ce matin, aujourd'hui, dans le cadre du 4e événement de la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. D'abord, quelques mots de remerciement à la FCCQ et son PDG Charles Milliard, à Synchronex et sa PDG Marie Gagné, ainsi qu'à la Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est et son président Maxime Néron, de nous recevoir chaleureusement et d'avoir réuni la communauté d'affaires locale pour nous ce matin. Le ministre des Finances du Québec nous annonçait la semaine dernière, lors du budget, que la reprise économique sera vigoureuse. Un rebond de l'activité économique de 4,2 % serait attendu au Québec en 2021 et on ne peut que s'en réjouir. Par contre, l'année marquera le retour au plein emploi.
Ce sera donc un rebonjour à la pénurie de main-d'œuvre qui a donné tant de maux de tête à nos entreprises dans les dernières années. COVID-19 oblige, il s'agit de la troisième version de l'ère des transitions, l'avant, le pendant et l'après. On peut maintenant voir la sortie de crise à l'horizon. Il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale qui est encore difficile à cerner. Nous espérons y contribuer avec cet événement. J'aurai le plaisir de faire cette présentation en duo avec ce cher Antoine Oudy-Julien, celui que certains voient comme mon apprenti. Je ne peux m'empêcher ici de citer un célèbre proverbe turc qui dit que l'apprenti dépasse parfois son maître. La preuve étant qu'aujourd'hui, c'est Antoine qui animera l'entrevue, qui suivra notre présentation vers 8h55 avec Audrey Coulombe, directrice adjointe de Produits Boréal, Jacques Brochu, vice-président développement des affaires de Canmec, ainsi que Lynne Dubois, vice-présidente Investissement Québec, CRIC. Notre présentation sera en deux parties. Tout d'abord, un rappel de l'impact du secteur manufacturier dans notre économie. Et ensuite, la présentation des 12 transitions qui, selon nous, changeront irrémédiablement le visage du secteur manufacturier québécois dans un avenir proche. Avant de visionner ensemble un court vidéo d'introduction, je laisse la parole à Antoine pour nous donner quelques consignes d'usage. Merci Louis. En fait, les trois éléments d'importance à noter à l'heure actuelle, c'est premièrement le vidéo, naturellement, comme on est limité par les capacités technologiques, la bande passante et tout ça, c'est possible que le son soit un petit peu plus fort ou qu'il y ait un petit lag entre la vidéo et le son, donc simplement qu'à prendre ça en considération. La deuxième chose, c'est qu'il y a une option Q&A, une option questions-réponses dans les options de Zoom. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire en cours de route. Donc, à tout moment, vous pouvez poser vos questions, on va les accumuler, on va les répondre à la toute fin, à la fin du panel. Vous pouvez poser des questions sur la conférence ou aussi sur le panel justement qui va avoir lieu. Et la dernière chose, c'est que souvent la question la plus fréquente, c'est est-ce que la présentation va être disponible? La réponse, c'est qu'il y a un synopsis qui est en production, qui va être disponible d'ici les quelques prochaines semaines. Quand le synopsis va être disponible, il va vous être acheminé, là, soit via la Chambre ou la Fédération des chambres de commerce. Sur ce, sans plus tarder, on y va avec la petite vidéo d'ouverture justement. À tout de suite. Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements, où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé. les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres, à travers toutes les régions du Québec, je vous souhaite une excellente présentation. Alors, comme il se doit, nous aimerions remercier nos commanditaires sans qui tout cela ne serait pas possible. Alors, en commençant par Desjardins, qui est présent pour les manufacturiers dans toutes les régions du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec. On a également donc Norda Stello, la société d'ingénierie québécoise spécialisée en automatisation avancée, Investissement Québec CRIC, qui est justement un panéliste aujourd'hui, vice-présidence technologique d'Investissement Québec, en charge de la transition des entreprises vers le manufacturier innovant. Trump, un organisme subventionnaire voué au financement des partenariats de R&D.
CRIM, un organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données, l'INO, un centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et dans l'Internet des objets. DEL, Développement économique Longueuil, organisme d'appui au développement économique et centre d'expertise industrielle qui a pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers. PRIMA, le pôle de recherche et d'innovation des matériaux avancés. La SDED, Société de développement économique de la MRC de Drummond. Et BCF, avocat d'affaires. Le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière. Le CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, a comme mission le défi du reprenariat. Processia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes. Bridger, la plateforme numérique de maillage visant à assurer le virage numérique des entreprises manufacturières. Et le regroupement des chefs d'entreprise, le réseau des propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Et maintenant, allons-y avec les statistiques manufacturières qui sont toutes fraîches, mises à jour. Et Antoine, à toi la parole. Merci. Maintenant qu'on me voit, j'étais transparent, j'ai fait un tour de magie pendant quelques secondes. Je suis de retour en caméra. Donc, en fait, comme le disait Louis, en fait, on va commencer par la portion économique plus statistique qui va être brève, mais qui est importante à mentionner pour la raison suivante. Avant la crise, on voyait tous les voyants économiques qui étaient ouverts dans le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier au Québec qui était plus dynamique que jamais. On voyait de la création de richesses pour toutes les Québécoises, tous les Québécois, un secteur manufacturier qui agissait dans l'ombre comme au soleil, comme un moteur de l'atteinte des objectifs économiques du Québec. Est-ce que tout ça a changé durant la COVID? On s'est demandé, est-ce que finalement, post-COVID, post-crise sanitaire, on retourne à la case départ, puis le secteur manufacturier n'a plus l'importance qu'il avait historiquement? Et la réponse à laquelle on est arrivé, c'est absolument pas. Au contraire, le secteur manufacturier québécois demeure la carte maîtresse d'une sortie de crise réussie. Et puis, voici pourquoi. Et les objectifs économiques du gouvernement, naturellement, ont à certains égards évolué. Il y en a 3 qui sont, bien entendu, toujours pertinents. Il y en a un qui s'est ajouté. Donc, la notion de créer des emplois bien rémunérés est un objectif économique qui est toujours présent. Le secteur manufacturier québécois, qui est le champion des emplois payants, les emplois du secteur manufacturier sont en moyenne payés 17 % plus élevés que le secteur des services en général, donc sont à sa contrepartie. Donc, on peut dire que le secteur manufacturier définitivement contribue à l'atteinte des objectifs, de cet objectif-là au niveau des emplois bien rémunérés. Le deuxième objectif économique, c'est l'accélération des investissements des entreprises en innovation et en productivité. Donc, le secteur manufacturier qui est le champion autant de l'innovation que de la productivité. Plus d'$1 sur 2, donc plus de 50 % de l'innovation au Québec est produite par le secteur manufacturier québécois. Et d'un autre côté, quand on regarde du côté de la productivité, c'est 57 $, donc 57 $ de l'heure, en création de richesse. Donc, chaque heure travaillée dans le secteur manufacturier génère 57 $ de contribution au PIB. C'est le secteur qui a la meilleure contribution au PIB par heure travaillée, excepté une industrie pétrolière, gazière, qui est, disons, dans une autre classe, la classe à part, qui a une situation particulière. Et sinon seulement ça, le secteur manufacturier est celle qui a connu la plus grosse croissance de la productivité dans la dernière année. Donc, c'est à noter que la contribution au niveau de la productivité est énorme. La troisième, c'est l'accroissement des exportations à 50 % du PIB. Donc, le secteur manufacturier qui est le champion des exportations à cet égard-là. Le secteur manufacturier, c'est 8 fois les ressources naturelles et c'est 2 fois la contribution par rapport aux services. Donc, quand on veut atteindre un objectif d'exportation, puis l'augmenter, c'est certain que le plus grand levier, c'est le champion des exportations, c'est le secteur manufacturier. Et le dernier objectif économique qui s'est ajouté, retourner à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. Il ne faut pas se le cacher, justement, je crois que dans le même souffle que ce que Louis parlait précédemment, le ministre des Finances qui annonçait également le coût de la crise économique, la crise sanitaire, qui, pour l'instant, s'avoisinait dans les plus ou moins 30 milliards de dollars, si je me souviens bien. C'est certain que ça va avoir fait un bon dent là, dans les finances publiques. Donc, il nous faut le champion des finances publiques pour venir aider à retourner à l'équilibre. Et le secteur manufacturier qui génère 10 milliards de dollars au Québec et 3,5 milliards de dollars au niveau fédéral en revenus fiscaux et parafiscaux. Donc, avec 10 milliards de dollars, c'est déjà le tiers du coût de la crise qui est couvert dans une année. Naturellement, c'est une illustration, mais ça amène à montrer que le secteur manufacturier contribue à un équilibre budgétaire.
Maintenant, une partie encore plus importante de ça, c'est parler des régions. Donc, Louis, quelle est la situation au niveau des régions? Tout à fait. Alors, le secteur manufacturier, c'est vraiment le champion des régions également. Le secteur manufacturier, si on regarde au niveau de son impact économique, c'est certain que la région de Montréal joue un rôle très important avec 17 milliards de PIB manufacturier. Et on regarde aussi Montréal avec ses deux rives. Je suis dans la colonne du centre, avec ces deux rives qui sont la Montérégie, la rive sud, et les Laurentides, la rive nord. Alors, ces trois régions-là, à elles seules, ont 30 milliards de PIB. Bien sûr, aussi, l'autre grand centre, la capitale nationale, la région de Québec, avec Chaudière-Appalaches, sa rive sud, en quelque sorte, incluant la Beauce. Et donc, on se retrouve avec un impact économique extraordinaire au niveau des deux centres et les régions environnantes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si on regarde à gauche, à quel point le manufacturier joue un rôle important dans l'économie de la région, dans le 100 % de l'économie, bien, on a des chiffres, ma foi, qui sont presque astronomiques. On regarde Chaudière-Appalaches, encore une fois, rive sud de la capitale nationale, incluant la Beauce, 28 % de PIB, c'est-à-dire que dans le 100 % de PIB, 28 % correspond à du manufacturier. Et ça, c'est plus élevé que la Chine. Imaginez, la Chine est à 27 quelques %, et c'était déjà une statistique très impressionnante. On regarde le centre du Québec, une autre région très manufacturière avec 25 %, mais on regarde le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, qui est quatrième à 18 %. Donc, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, grande région manufacturière, quatrième au Québec par rapport à l'importance du manufacturier dans son économie totale. Maintenant, l'autre aspect de l'histoire, c'est la croissance. On voit que le secteur manufacturier a la cote, est en vogue. Les régions du Québec cherchent par tous les moyens à développer leur secteur manufacturier pour les raisons que Antoine vient tout juste de mentionner, à quel point elles ont un impact économique et sur l'emploi extraordinaire. Et vous voyez même la Gaspésie, avec notamment sa belle filière de transformation alimentaire à 14 % sur les 4 dernières années, 14 % de croissance par année. On voit le nord du Québec, filière transformation du bois notamment. Chaudière-Appalaches, encore une fois, qui apparaît avec 9 % de croissance. Lanaudière, l'Estrie, le centre du Québec. Donc, les régions du Québec sont dans la vague manufacturière et on cherche à créer, développer des produits, fabriquer des produits dans nos régions parce que, notamment pour pouvoir les exporter par la suite et créer encore plus de richesses. Alors, une belle histoire que l'histoire des régions pour le secteur manufacturier. Donc, merci Louis pour le survol des régions. On va regarder maintenant au niveau des 12 transitions. On l'a dit, c'est l'ère des transitions. Charles Milliard en a parlé. C'est les 12 transitions qui vont changer irrémédiablement notre économie, notre société. Donc, on en a identifié 12. Naturellement, il y en a possiblement d'autres, mais la réalité, c'est que c'est les 12 qu'on a vues qui étaient les plus soit préoccupantes ou les plus habilitantes pour l'économie manufacturière d'aujourd'hui et de demain. Donc, 12 transitions, dont 2 se sont ajoutées récemment, du moins, et ont fait leur entrée au début de la crise sanitaire. La préventive et la communicationnelle, qui sont plus importantes que jamais, qui font leur entrée. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous en présenter 5 un petit peu plus en détail. Les 7 autres, on va les couvrir plus brièvement à l'instant. Dans les 5, il y en a une, comme Charles Milliard le mentionnait, qui est notre vedette, notre étoile d'aujourd'hui, qui est la transition écosystémique. Et on a 3 excellents panélistes qui vont pouvoir venir nous en parler un petit peu plus tard. Donc, dans les 7 qu'on va couvrir un petit peu plus en survol aujourd'hui, et les 5 qu'on a identifiés, ces 5 sont les plus pertinentes à votre région. C'est pour ça que vous allez voir, les 5 sont très pertinentes pour vous. Au niveau des 7 autres transitions, c'est l'Antarctique, la première, donc tout l'accès vital au marché d'exportation qui était déjà plus un acquis, mais ça s'est accentué avec la COVID-19. Le protectionnisme qui était déjà une tendance lourde qui s'est encore une fois accéléré. Ça met à risque les revenus d'exportation d'entreprises qui sont concentrées sur peu de marchés géographiques. On va assister dans les prochains mois, déjà prochaines années, à un repli sur soi des États plus que jamais à travers le monde et plus tôt que tard. Donc, cette réalité-là va mettre à risque certaines entreprises qui vont peut-être pas bien s'y adapter, le cas échéant. Mais naturellement,
toutes les opportunités, toutes les transitions qui sont plus de nature préoccupante peuvent être transformées en opportunités si elles sont bien adressées par les entreprises. La deuxième transition, c'est la transition générationnelle, le fameux grand dossier de reprenariat de la dernière décennie, l'œuvre inachevée qu'on peut l'appeler. C'est certain qu'en sortie de crise, il y a des entreprises qui vont avoir disparu, d'autres qui vont être nées de la crise, celles qui vont avoir passé à travers naturellement vont avoir été fragilisées à certains égards, pas pour tous, mais une bonne partie naturellement. Donc, ça va être quoi l'impact de la crise sur l'attitude d'un propriétaire cédant en fin de carrière? Va-t-il vouloir aller de l'avant rapidement, procéder à une transaction et fermer les livres? Ou à l'inverse, est-ce qu'on va voir un attentisme, une patience qui va être une opportunité éventuelle pour les repreneurs, mais qu'on va vouloir revaloriser l'entreprise avant le départ? Ça reste à voir, mais la grande question, c'est est-ce qu'on risque d'assister à un boom entrepreneurial manufacturier dans les prochains mois, prochaines années? C'est une possibilité actuellement. La troisième transition à noter, c'est la transition financière. Fort de toutes les transitions qu'on va vous présenter aujourd'hui, la transformation des paradigmes financiers est très importante. Donc, autant la transformation de la fonction finance qui est provoquée par des transitions comme la transition technologique qu'on va vous présenter, l'expérientielle, la circulaire, aussi la générationnelle qu'on vient de mentionner. Donc, un grand dossier de reprenariat, ça vient avec du capital, donc la transition financière qui va être importante. Et ça va exiger un ajustement immédiat, autant pour les entreprises, donc la transformation de leur fonction finance pour la rendre la plus stratégique possible, à valeur ajoutée, qui est plus orientée vers le futur que le passé. Et des institutions financières également qui vont devoir s'adapter. Donc, une adaptation des produits financiers, une personnalisation des services offerts, une gestion de risque 2.0, des nouveaux modèles d'affaires uniques pour lesquels ils vont devoir s'adapter, l'importance des business cases qui devient, encore une fois, critique et essentielle dans certaines de ces transitions-là qu'on va vous présenter, et toute la capacité à soutenir des vagues d'investissements qui sont imminentes et qui ont même déjà commencé. Donc, la transition financière, encore une fois, qui est hautement pertinente dans un contexte des autres transitions qu'on vous présente aujourd'hui, dont 3 d'entre elles particulièrement. La transition préventive, qui est une nouvelle arrivée, les entreprises autant que les organismes, donc pour tout le monde dans la salle actuellement, c'est pertinent, qui vont devoir être constamment dans un état de préparation adéquat pour faire face à des perturbations futures comme des crises économiques, des guerres commerciales, des pandémies, des catastrophes naturelles ou tout autre événement dommageable qui aurait un indice élevé de dangerosité ou de criticité qui mettrait à risque l'organisation en la rendant plus vulnérable ou même inopérante à court terme. Donc, la transition de posture préventive des entreprises va être, encore une fois, essentielle. La transition matérielle, qui est tout l'engouement pour les matériaux durables et recyclés à forte valeur ajoutée. Donc, on voit une accélération en synergie avec la transition circulaire qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Toute la tendance vers l'allègement des matériaux, l'électrification des transports, ça va être un grand vecteur pour la transition matérielle, sans oublier tous les nouveaux matériaux qui sont reliés, exemple, à la crise sanitaire. On a entendu parler, entre autres, dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc l'aluminium antimicrobien à 3 surfaces qui était partout dans les médias. Un exemple parmi d'autres, mais toute cette transition-là matérielle-là avec des matériaux avancés qui va être définitivement une transition à garder à l'œil. La transition régionale, toute la pression financière sur les municipalités en sortie de crise, Investissement Québec qui est maintenant présent sur le terrain des 17 régions administratives, les gouvernements de proximité, autant les municipalités, les MRC, les organismes de développement économique qui vont devoir ajouter leur offre d'appui pour rester pertinents et complémentaires l'un avec l'autre. Donc, il y a des nouveaux joueurs, il y a des mouvances dans l'écosystème manufacturier. Donc, la pertinence de l'offre de chacun pour arriver en appui aux entreprises va être critique. Et la dernière transition qu'on couvre brièvement, c'est la transition communicationnelle des entreprises, surtout dans des contextes de business to business, B2B, sont portées généralement, moins portées vers l'augmentation de leur notoriété, moins portées vers la promotion de l'image de marque. À l'ère des partenariats stratégiques, les entreprises vont devoir nouer des alliances et garder des bonnes relations avec des acteurs clés, mais aussi vont devoir s'assurer que les communications, autant à l'interne qu'à l'externe, vont être la clé du succès pour sortir de la crise avec le plus de succès possible et un meilleur positionnement stratégique. Donc, sans plus tarder, justement, on parle des transitions. Commençons par une transition qui est hautement pertinente, la transition technologique. Ben oui, Antoine, tu sais, cette transition-là, souvent, on la voit comme la mère de toutes les transitions. Alors, la transition technologique, c'est le grand défi de l'économie du Québec actuellement. Donc, on a vu l'année 2019 qui a été une année intéressante parce que
on a vu pour la première fois en 5 ans une augmentation des investissements privés, des investissements en immobilisation du secteur manufacturier. Ma foi, on a eu 1 milliard, ça a été confirmé il y a quelques semaines. On avait prévu 800 millions, puis ça a été mieux encore que ce qu'on prévoyait. Et donc, on a vu les entreprises aller de l'avant. Et qu'est-ce que ça a donné? Une corrélation parfaite, action-réaction, action-investissement. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des investissements? La productivité par heure travaillée et par employé monte au plafond. Ce n'est pas compliqué. L'investissement en capital et l'investissement actuellement qui produit les résultats les plus rapides et les plus probants. Et le secteur manufacturier, ma foi, a été propulsé très rapidement comme premier secteur en productivité au Québec. Et ça, c'est à cause des entreprises qui ont pris le virage et qui ont décidé d'aller vers des investissements qui sont absolument nécessaires. Donc, encore une fois, l'année 2019, mais là, il est arrivé quelque chose le 12 mars 2020, vous vous en rappelez vaguement, qui s'appelle COVID-19. Alors, c'est certain que les entreprises ont été pendant un certain temps en mode survie. Je dirais que si on regarde maintenant le portrait après une année, on voit que le secteur manufacturier s'est quand même assez bien sorti de COVID-19 et certaines entreprises ont quand même eu des années qui sont passablement bonnes. Et donc, je pense que la tempête a été bien gérée. Les entreprises s'en sortent assez bien. On parlait beaucoup d'attentisme. Nous, on croit que COVID-19 aura donné un sérieux coup de poing à l'attentisme, puisque les entreprises manufacturières ont vu des entreprises de services, ma foi, non seulement survivre, mais sortir aussi assez bien de COVID-19 grâce à leur transition numérique. On a vu que 78 des Québécois ont fait des achats en ligne dans la dernière année. C'est quand même extraordinaire en termes de courbe d'adoption. On a vu les entreprises qui vendent à d'autres entreprises aussi adopter des modes numériques. Donc, le numérique a pris un sérieux coup d'avance et les freins qu'on y voyait de perception de complexité, de méconnaissance des partenaires d'accompagnement, c'est de ce qu'on va parler tout à l'heure avec la transition écosystémique, la main-d'œuvre, etc. Quand il y a une nécessité puis qu'on sait que c'est une question de survie, je pense que ces freins-là tendent à prendre un peu moins d'importance. Alors, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on les connaît, les freins, et quand on peut discuter avec nos clients, les gens qui sont dans l'écosystème d'affaires, de ces freins-là, vite, on va au cœur du sujet et qu'on est capable de contrecarrer ces arguments-là. On va aller à la prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc, on croit qu'effectivement, les entreprises manufacturières vont continuer sur leur lancée de 2019 pour les raisons suivantes. La première, c'est qu'on a déjà un air d'aller et comme le disait, ma foi, je vous lance une autre citation, le grand sorcier Gandalf du Seigneur des Anneaux nous disait que les choses en mouvement ne peuvent être arrêtées. Alors, je vous dirais que le secteur manufacturier, c'est une grosse machine de guerre difficile à arrêter lorsqu'elle a pris son envol. Et je crois qu'on est là actuellement. La deuxième, c'est que la pénurie de main-d'œuvre revient. Les manufacturiers ont compris que quand il n'y en a pas de main-d'œuvre, même qu'on actionne le levier de l'immigration dont je vais parler dans quelques minutes, reste qu'on est pris à trouver des solutions intelligentes. Et c'est clair que l'automatisation avancée et la numérisation des activités manufacturières, des opérations, va aider beaucoup à optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre dans les organisations. Donc, voilà des raisons qui font en sorte que les entreprises manufacturières vont aller de l'avant. Également, une dernière raison, les entreprises doivent actuellement écourter leur chaîne d'approvisionnement parce qu'elles se sont mises à risque, elles ont vécu des ruptures de stock, elles ne veulent plus vivre ça. Alors, il va y avoir, disons, un amalgame de longues chaînes de production qui viennent d'Asie, le fameux système juste à temps, et on va vouloir avoir des fournisseurs de proximité. Donc, l'achat local est dans la réalité du secteur manufacturier, mais ça va coûter un peu plus cher. Alors, pour se dérisquer, ça va coûter un peu plus cher. Donc, on va devoir compenser avec la productivité. Donc, la productivité va permettre de dégager des flux financiers pour avoir des coûts additionnels dans l'entreprise qui sont reliés à une posture préventive des entreprises pour la prochaine fois. Je finis avec le dossier d'affaires. S'il y a une chose auquel les entreprises ont besoin d'aide pour aller de l'avant,
c'est faire du sens avec le fameux business case. Et les entreprises ont de la difficulté à évaluer les coûts d'un projet de transition numérique et technologique, difficulté à évaluer les retombées, le retour sur l'investissement, le temps de recouvrement aussi qui va être plus long. Alors, on est habitué à du 12 à 18 mois. Je pense qu'il va falloir changer notre perspective. On va regarder plus du 3 à 5 ans. Il faut faire la formation des employés. Il faut gérer de la gestion de changement, des systèmes plus complexes à mettre en place, des projets pilotes, etc. Mais est-ce qu'on a le choix de faire ou ne pas le faire? Bien, poser la question, c'est y répondre. Les entreprises qui ne le feront pas ne seront pas avec nous dans 5 ans. Alors, voilà pour la transition technologique. Le faire ou ne pas le faire, c'est-tu le nouveau shakespearien, ça? Être ou ne pas être, ou faire, ne pas le faire? Louis Duhamel, le grand poète. Donc, la transition expérientielle maintenant, sans plus tarder, disons que la transition expérientielle, c'est toute l'économie de produits qui est challengée par la nouvelle ère de l'expérience client. Toute cette tendance-là vers la servicification des produits qui fait en sorte que le produit devient de moins en moins la finalité, mais plutôt un contributeur à l'expérience client. Donc, un exemple de cette notion-là de servicification, c'est de passer d'un produit pour lequel on achète nos matériaux, on le construit, on le fabrique, on le ship chez notre client, il le prend, il nous transfère de l'argent, on perd le produit, il n'est plus à nous, le client prend possession, nous, on a eu notre argent, c'est réglé, fin de l'histoire, puis ensuite, on passe au prochain appel. La servicification, c'est l'idée de dire, est-ce que je peux garder mon produit chez nous, garder la possession, puis le louer avec un frais mensuel, le louer avec un frais annuel, mettre des mises à niveau à l'intérieur de ça, mettre de l'entretien, des choses comme ça. Donc, un exemple, au lieu de vendre un moteur, on vend des heures de vol. Puis on garde la possession du moteur d'avion, exemple. Il y en a plusieurs des idées comme ça. Mais c'est cette idée-là de certification, mais encore plus que ça, toute l'idée d'avoir une expérience client qui est de calibre de classe mondiale, qui dit on va transformer notre produit, notre simple produit à vendre en une expérience pour le client avec des ajouts, peut-être des revenus récurrents, certains nouveaux modèles d'affaires, nouveaux modèles de revenus. C'est sûr que la COVID-19, toute la crise sanitaire qui va avoir forcé un grand nombre d'entreprises à se repositionner puis à changer agilement tout leur modèle d'affaires justement pour le rendre disponible de manière virtuelle, de manière à distance ou de manière créative, va avoir poussé vers une certaine logique de servicification ou encore une certaine logique d'expérience client. C'est sûr que cette transition-là, comme vous l'avez compris, a été rendue possible entre autres par la transition technologique, la transition numérique, mais reste que cette idée-là de la transition expérientielle va plus loin que simplement la technologie ou la digitalisation de l'industrie manufacturière. Les consommateurs, autant les citoyens comme les entreprises, les sociétés publiques, dans tous les secteurs d'activité, ne consomment plus de la même manière aujourd'hui. On l'a vu, on l'a expérimenté dans la dernière année. On a des consommateurs avertis, on a de la consommation qui est en ligne de plus en plus élevée. On recherche de l'expérience plutôt que simplement un produit. Puis ça ne fait que s'accélérer actuellement avec cette sortie de crise-là qu'on vit aujourd'hui. La transition vers toute la notion de servicification, d'expérience client dans le secteur manufacturier va permettre également d'éviter des grosses sorties de fonds en CAPEX pour la clientèle avec des nouveaux modèles d'affaires. Donc, si on est en mode de revenus récurrents, naturellement, au lieu de demander à notre client de nous donner, exemple, 500 000 $ pour acheter un produit, bien, si on peut lui vendre à 10 000 $ par mois pour le client, ça devient extrêmement avantageux. À l'inverse, par contre, il faut comprendre que ces modèles d'affaires-là, c'est un nouveau modèle de revenu complètement, donc il faut avoir une stratégie différente au niveau de la gestion de nos coûts, de la gestion de nos finances, d'où l'importance de la transition financière qu'on parlait un petit peu plus tôt. Donc, toute cette notion-là de servicification, d'expérience client va permettre aux entreprises aussi pour ceux qui vont savoir l'adopter naturellement, vont pouvoir se positionner avantageusement aux yeux de la clientèle, autant en B2B qu'en B2C. Maintenant, quoi faire? La grande question, on y a répondu en partie pour la transition technologique. Maintenant, la même question se pose pour la transition expérientielle. Mais la première chose, c'est de la considérer dans sa planification stratégique. Si on ne la considère pas dans notre réflexion stratégique, dans ce qui est le plus fondamental, le plus creux dans l'entreprise, c'est certain qu'on risque de l'échapper. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit considéré comme ça transforme le modèle d'affaires. Il faut la considérer dans les plus hautes instances, la planification stratégique. La deuxième chose à considérer, c'est prendre conscience des besoins évolutifs des consommateurs et y répondre ou leur répondre de manière créative, unique.
Donc, il faut partir de notre clientèle. Quelles sont leurs réalités, quelles sont leurs pains, qu'est-ce qui fait en sorte, leurs irritants, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont des enjeux, nos clients, puis comment est-ce qu'on peut leur répondre de manière créative, comment est-ce qu'on peut changer la donne dans l'industrie. Ce n'est pas parce que ça a toujours été fait d'une certaine manière que ça doit toujours l'être. On l'a vu, des industries qui ont transformé leur modèle d'affaires, c'est un petit peu la même idée. Identifier des opportunités de création de valeur. Donc, comment est-ce qu'on peut, justement, en alignement avec ces besoins-là, créer de la valeur pour nos clients en alignement avec leurs irritants principaux? Comment est-ce qu'on peut aller répondre à ces réalités-là de manière créative puis créer une valeur, une richesse pour nos clients dans tous les sens du terme? Et la dernière chose, c'est maintenant comment ça va affecter notre modèle d'affaires. Comment est-ce qu'on va transformer notre modèle de revenu, notre modèle d'affaires pour être capable de s'adapter à cette nouvelle réalité-là d'expérience client et de servicification. Donc, encore une fois, la transition expérientielle qui est facilitée par la transition technologique de laquelle Louis vient de parler. Mais sans plus tarder, allons vers la transition inclusive maintenant. Parlons de l'humain. Oui, d'accord. La transition inclusive qui a été extrêmement importante dans la période pré-COVID. On a enfin réussi à capter le potentiel des travailleurs de l'immigration. Toute une offre s'est développée à ce niveau-là et les entreprises ont pu avoir accès à des ressources humaines pendant la grave pénurie de main-d'œuvre dont on souffrait. On voit ici la courbe qui est une parfaite corrélation, comme disent les économistes. Vous prenez un peu plus d'immigration et la croissance économique va en parallèle. Pour les entreprises, c'est la même chose. Quand on n'a pas de travailleurs, c'est difficile d'avoir des projets de croissance, des projets d'expansion. Très difficile de les envisager. Et les entreprises ont appris à comment intégrer des ressources, à comment les acquérir, comment intégrer des ressources et les former également. Donc, les entreprises ont investi beaucoup. Et l'enjeu, je pense, qui est le plus grave, ce n'est pas l'acquisition, c'est la rétention des travailleurs issus de l'immigration en région notamment, puisque souvent, on a oublié de procurer des milieux de vie pour ces gens-là, pour nos confrères issus de l'immigration. Donc, souvent, on s'est retrouvé avec des milieux d'accueil inadaptés où les forces vives du milieu, par rapport notamment au MRC et aux villes, les acteurs sociaux pour procurer des logements, pour procurer tout ce dont a besoin une personne qui arrive, ma foi, au pays. Donc, après une année, 2 années, souvent, ces personnes-là vont peut-être penser à aller dans un grand centre où ils vont peut-être retrouver leur communauté culturelle. Reste qu'on a un défi de faire en sorte que les milieux de vie soient tellement extraordinaires qu'on intègre non seulement la personne dans l'entreprise, mais dans la région, que ces personnes-là vont vouloir y faire leur vie et de faire avec leur famille et les générations qui vont suivre. Ça, c'est la clé. Sinon, on perd tout notre investissement et ce serait bien dommage aussi de ne pas profiter de la richesse que nous amènent ces personnes-là. Je pense que c'est le grand débat que l'on a actuellement. Mais quoi faire? C'est adopter une vision organisationnelle inclusive pour ne pas prendre ça pour acquis si on n'a pas été habitué dans notre entreprise. Avoir un leadership très fort au niveau de la démarche d'inclusion où c'est l'affaire de tout le monde et pas seulement des patrons. Impliquer nos collègues employés là, dans la création de cette culture organisationnelle inclusive et donc s'assurer qu'on prêche par l'exemple aussi et qu'on donne l'exemple par rapport au comportement à avoir. Et il y a tellement de cas d'entreprise où ça va très bien et on ne regarde pas en arrière, plutôt on regarde en avant. Alors voilà pour la transition inclusive. Donc maintenant, la transition circulaire, donc la prochaine transition qui est assez intéressante parce qu'elle touche autant la transition un peu expérientielle à certains égards, elle touche un peu la transition technologique à certains égards et aussi elle est pertinente pour la transition écosystémique qui est notre transition vedette d'aujourd'hui et elle se relie également à la transition financière comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc la transition circulaire, c'est pas compliqué. C'est une dynamique qui est extrêmement intéressante avec la réponse économique au changement climatique. Donc, le modèle circulaire, c'est un modèle qui crée une juxtaposition de 2 concepts qui sont généralement pas vus ensemble. Généralement, on pense soit à l'environnement ou on pense à l'économie, puis c'est rare qu'on pense aux 2 en même temps, du moins c'est la perception.
mais c'est un peu la réponse, le modèle circulaire, c'est un petit peu la réponse à ces deux enjeux-là en même temps. Donc, ça permet aussi pour les entreprises un positionnement différencié qui est de plus en plus recherché par une clientèle en croissance aujourd'hui dans le monde, autant au Québec qu'ailleurs, ou dans un contexte où on a des ressources qui s'amenuisent puis des rebuts qui deviennent la matière première de l'autre. Donc, cette réalité-là, disons en termes simples, là, le linéaire, on s'entend, on prend les matières, on fabrique avec, on les utilise, on utilise notre produit, puis ensuite on en dispose. Puis ensuite, on va rechercher d'autres matières premières, puis on recommence le boucle. La réalité du circulaire, c'est simplement qu'on enlève le plus possible l'étape disposer, puis on crée une loupe qui nous ramène. Donc, on prend l'utilisation, on prend les rebuts, puis on ramène ça au début du cycle comme nos matières premières pour le reste de la fabrication. Naturellement, cette réalité-là, elle est inévitable d'un point de vue environnemental et sociétal, mais elle est également extrêmement stratégique. Elle n'est pas seulement environnementale, elle est stratégique d'un point de vue économique. Pour le Québec, c'est certain que c'est une source d'innovation, c'est une source d'accroissement du PIB, donc de génération de richesse. Ça favorise l'économie locale et également, ça assure le développement durable. Donc, naturellement, c'est non négligeable. Oui, on dit que ce n'est pas seulement environnemental, mais ça reste que ça a des bons côtés de ce côté-là, donc tant mieux pour ça. Du côté des entreprises, c'est une source de différenciation très stratégique et vous allez voir avec Loop dans une seconde quand je vais le mentionner. C'est une source de croissance également. C'est une opportunité de croître nos revenus. C'est une opportunité de rentabilité si le modèle d'affaires unique et compétitif a été bien construit autour de ce modèle-là. Donc, c'est certain que ça peut être lucratif si on le fait de la bonne façon, un modèle comme celui-là. C'est certain que le principal facteur d'adoption du modèle circulaire, c'est toute la tendance marquée vers l'achat local et l'achat régional et l'intention d'utiliser nos ressources de manière la plus efficiente possible, entre autres pour éviter des pénuries d'approvisionnement. Donc, quand on parle de modèle circulaire, on peut être en droit de se demander c'est quoi le lien avec la COVID. Bien, on a eu des enjeux d'approvisionnement à certains égards. Une des réalités du modèle circulaire, c'est de pouvoir être plus efficient dans l'utilisation de nos ressources dans un contexte de vouloir éviter, entre autres, des pénuries d'approvisionnement. L'économie circulaire, bien, ça a aussi cette logique-là de développement durable, comme je le disais un petit peu plus tôt, donc la sensibilité à un monde plus vert et durable qui va être encore présente. On se questionne, est-ce qu'elle va être encore présente des suites de la COVID? C'est quelque chose qui avait fait les manchettes, qui avait été extrêmement populaire en général dans la société dans les années 2017, 18, 19 jusqu'à 2020, en croissance toujours. C'est certain que quand la pandémie a frappé, disons que ça a été relayé au deuxième rang. D'une part, les travailleurs qui ont été confinés ou qui ont eu à développer des réflexes de frugalité en devant diminuer autant leur consommation que leur déplacement, qui pourraient contribuer à cette poursuite-là de l'intérêt vers le développement durable. D'un autre côté, est-ce qu'on va être prêt à payer plus cher pour des produits locaux? Est-ce qu'on va accepter de changer nos habitudes de consommation? Ça reste à voir. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a un rôle d'exemplarité des gouvernements à donner en ouvrant les marchés publics aux entreprises circulaires. Dans le passé, on avait une volonté politique déclarée. Par contre, les habitudes d'achat des principaux donneurs d'ordre qui n'ont pas nécessairement suivi la parade. Donc, il doit y avoir une certaine prime à l'adoption du modèle d'affaires circulaire pour qu'il se propage dans l'économie. Maintenant, recette magique, le circulaire, est-ce qu'il y en a une? Malheureusement et heureusement, il n'y a pas juste une façon de le faire, mais en même temps, ça nous permet que le one size fits all n'existe pas, ce qui fait en sorte que toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur nature, peuvent le faire, peuvent l'intégrer dans leur modèle d'affaires. Il suffit d'y penser à sa planification stratégique puis d'y réfléchir comment est-ce qu'on peut intégrer cette réalité-là de manière graduelle et éventuellement atteindre un potentiel un petit peu plus élevé. L'exemple, entre autres, de Michelin, par exemple, en location de pneus, au lieu d'en vendre de pneus, qui a bâti un certain modèle autour de ça. Donc, on loue les pneus et ensuite, on réutilise les composantes suite au changement de pneus pour bâtir les prochains. Donc, on réutilise notre propre résidus pour bâtir notre produit. Donc, on crée une chaîne circulaire assez intéressante. Loop, qui est en symbiose, donc un fabricant de jus et de bière, qui est en symbiose industrielle avec Courchaine-Larose au niveau des fruits et légumes dans les épiceries. Donc, les mal-aimés des épiceries, les fruits et légumes qui n'ont pas la beauté ou qui se sont fait un petit peu accrocher et qui ne sont pas en capacité d'être vendus, qui peuvent être réutilisés dans la fabrication de la bière ou du jus. Donc, encore une fois, une source de différenciation stratégique pour se positionner dans un marché extrêmement concurrentiel comme celui des jus et de la bière. Donc, ça leur permet d'avoir une visibilité et une notoriété qui est assez unique dans un monde où tout le monde cherche cette réalité-là.
Soleno qui produit des tuyaux en PEHD recyclés. Donc, ils prennent des plastiques numéro 2 comme des bouteilles de lave-glace ou des plastiques plus épais, et eux, ils peuvent utiliser ça dans la production de leur plastique, de leurs tuyaux qui se retrouvent finalement dans le sol près des routes et ainsi de suite. Donc, cette réalité-là, encore une fois, de prendre un résidu qui vient d'ailleurs pour le réutiliser dans leurs produits. Maintenant, la grande question encore à laquelle on tente de répondre, c'est quoi faire avec toute cette réalité-là? Bien, encore une fois, la meilleure façon, c'est d'y penser très tôt. Est-ce que nous, dans notre contexte particulier, on a une manière d'intégrer le circulaire? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quels résidus peuvent être pertinents pour nous? Il faut être extrêmement créatif dans cette réflexion-là. Il ne faut pas simplement se poser la question pendant 3 minutes sur un coin de table et se dire non, je pense que ça ne se fait pas pour nous. Il faut quand même être créatif. Parler à des gens possiblement même qui l'ont déjà fait, parler à des entreprises comme vous l'avez vu sur la diapositive précédente et bien d'autres. Et ça peut aider à générer des idées. Deuxième étape, c'est d'évaluer comment ça peut s'appliquer dans notre modèle d'affaires de l'entreprise. Est-ce que c'est pertinent et comment ça peut s'appliquer? Cartographier nos fournisseurs, nos partenaires régionaux, qui peut nous aider dans la région, parce qu'on parle beaucoup de régional. Dans le circulaire, c'est sûr que d'aller chercher du plastique en Chine pour le rapatrier ici, ce sera le modèle d'affaires au niveau de la rentabilité va peut-être être difficile. Justement, l'idée, c'est de bâtir sur les économies régionales. Donc, d'où le lien en passant avec la transition écosystémique que Louis s'apprête à parler, qui va être l'objet de notre panel. Et évaluer les différents modèles circulaires. Il y en a plusieurs. L'idée, c'est lequel peut être pertinent pour votre entreprise. Faire un plan d'affaires, un modèle d'affaires autour de ce nouveau modèle circulaire-là, ne serait-ce que pour une partie de l'entreprise pour commencer, se tremper les pieds un petit peu. Identifier des partenaires stratégiques de l'entreprise avec lesquels on va collaborer, plusieurs qui pourraient même être régionaux, voire nationaux, mais dans tous les cas, déterminer qui va pouvoir collaborer. Maintenant, la vedette d'aujourd'hui, la transition écosystémique, tout juste avant de passer à notre panel. Louis, je te laisse la parole. Merci Antoine. Donc, transition écosystémique, j'y vais rapidement puisqu'il y aura une très belle entrevue sur le sujet dans quelques minutes. Donc, on ne se rend pas compte à quel point au Québec, nous sommes choyés, gâtés d'avoir un tel écosystème, ma foi, d'organismes d'appui de tout genre, donc dans notre écosystème d'affaires. Tout d'abord, en commençant par les gouvernements, la volonté gouvernementale n'a jamais été aussi forte par rapport à l'appui au développement du secteur manufacturier et d'aider le secteur manufacturier pour négocier ces 12 transitions, notamment la transition technologique, et que ce soit le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a annoncé il a fait des annonces dans les dernières semaines avec des mesures financières extrêmement aidantes et attrayantes pour les entreprises. Développement économique Canada aussi du côté du gouvernement fédéral. Donc, Investissement Québec CRIC, par exemple, joueur central dans l'équation qui maintenant fait partie d'Investissement Québec, Synchronex. Marie Gagné est avec nous, donc avec 59 CCTT, dont une quinzaine, ma foi, qui sont directement seulement là, au niveau de la transition technologique, là, la fameuse escouade numérique, entre autres, de Synchronex. Donc, encore une fois, on a de l'aide au Québec. Les équipementiers, les fournisseurs de logiciels, les intégrateurs, firmes d'ingénierie, on a plus de 700 joueurs au Québec dans ce créneau-là. Les institutions financières qui sont là au rendez-vous, Desjardins, les autres banques, le Fonds de solidarité FTQ et tous les joueurs du capital d'investissement. Donc, encore une fois, quelle excuse nous reste-t-il de ne pas aller de l'avant? Une chose est absolument sûre, les manufacturiers ne sont pas seuls et ceux qui réussissent à bien activer ces leviers-là, habituellement, prennent de l'avance. Quoi faire maintenant? C'est s'ouvrir à la collaboration avec les organismes d'appui. Il faut avoir cette ouverture, identifier et qualifier avec quels partenaires on voudrait travailler. On parle souvent de faire une espèce de cartographie des joueurs, des acteurs qui pourraient nous donner un coup de main. Aller vers des organisations qui sont en mesure de nous guider. Je parlais tout à l'heure d'Investissement Québec, CRIC, Synchronex, le ministère de l'Économie, etc. Et aussi, pourquoi pas, demander des références à d'autres entreprises. Souvent, une entreprise manufacturière est très à l'aise en présence d'une autre entreprise qui aurait essayé des solutions. N'hésitez pas. Et à l'écosystème d'affaires, n'hésitez pas à donner des références aussi, puisque les entreprises manufacturières sont très à l'écoute des références. Puisque si ça marchait ailleurs, ça pourrait marcher chez nous, comme on dit. Donc, encore une fois, il faut tous ensemble que nous activions
cet écosystème d'affaires que d'autres nations n'ont pas, que d'autres pays n'ont pas. Moi, je travaille à l'international et on me dit souvent, vous êtes chanceux au Québec d'avoir tout ça. Vous avez 2 niveaux de gouvernement pour les exportations avec des bureaux du Québec, des consulats, des ambassades canadiennes. C'est une abondance d'aide que nous avons. Donc, il faut aller de l'avant. Je passe à la conclusion, le temps a filé. Donc, on croit que la carte maîtresse de cette sortie de crise à l'horizon, c'est le secteur manufacturier qui l'a entre les mains, entre autres. Donc, seul un secteur de la fabrication fort et résilient va permettre d'atteindre la souveraineté manufacturière dans les secteurs névralgiques, permettant ainsi de préserver la sécurité nationale, de maintenir des emplois de qualité bien rémunérés, de créer de la valeur avec nos exportations, de miser sur l'innovation des procédés, des produits et de l'expérience client, et oui, d'apporter une contribution significative aux finances publiques qui en auront bien besoin dans les années à venir. On croit qu'une prise en compte des transitions évoquées aujourd'hui par les entreprises manufacturières va permettre au secteur de la fabrication de jouer pleinement son rôle et augmenter ses chances de succès pour une sortie de crise réussie. Merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. On va maintenant passer, ma foi, à la meilleure partie de l'événement, soit le panel que va animer d'une main de maître Antoine. Merci Louis, très gentil. Donc, justement, sans plus tarder, on passe au panel. Donc, la partie, un peu le clou du spectacle. On a la chance d'avoir, et j'ai la chance en fait d'être accompagné de 3 personnes de classe mondiale là, ici autour de la table dans une entrevue inédite sur la transition écosystémique. Donc, je vais avoir la chance d'être accompagné de Lynn Dubois d'Investissement Québec CRIC. Leur titre avait déjà été nommé un petit peu plus tôt, donc je vous épargne les détails. Jacques Brochu de Canmec et Audrey Coulombe de Produits Boréal. Je vais maintenant les inviter à se joindre à moi. Tranquillement, je suis en train de faire les demandes en parallèle. Jacques est maintenant là, Lynn et Audrey, super, merci beaucoup. Donc, bienvenue parmi nous. On a aujourd'hui la chance de vous avoir pour parler de la transition écosystémique. Donc, Louis vient d'en faire référence. Premièrement, avant tout, simplement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, peut-être un petit tour de table, à savoir nous parler brièvement en 1 minute de votre entreprise ou de votre organisation, tout simplement, et puis ensuite, on va tomber dans les questions. Je commencerai par Audrey. Bonjour tout le monde, donc Audrey de Produits Boréal. Produits Boréal, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un fabricant d'un matériel de construction qu'on a développé qui s'appelle le thermologue. Donc, c'est développé sur le même principe que les blocs Lego pour assembler principalement des bâtiments résidentiels en bois massif isolé. Donc, vous pourrez visiter notre site web pour tous les détails. On a une centaine d'employés en haute saison, 3 usines, dont 2 au Lac-Saint-Jean, puis une à Saint-Paul-la-Botte-Fort, dans la région de la Montérégie. Puis, on a été fondé en 2012, donc on est une jeune entreprise. Sinon, on fait de la construction également résidentielle là, grâce à notre thermologue, puis de la conception de bâtiments strictement en thermologue. Merci Audrey. Je continuerai du côté des entreprises avec Jacques pour terminer ensuite avec Lynn. Oui, merci. Bonjour à tous. Jacques de chez Canmec. Canmec est une entreprise manufacturière de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi plus précisément. On est établi depuis 32 ans, en 1988 plus précisément, puis on emploie en moyenne 400 personnes. Ça peut monter jusqu'à 600 selon les chantiers en cours. Canmec offre des services de fabrication, d'installation, de construction, de maintenance aux industries du secteur de l'industrie lourde, au secteur de l'industrie lourde. Plus spécifiquement, on se spécialise dans la fabrication et l'installation d'équipements de moyenne à grande envergure. Ce n'est pas très précis. Vous donnez des exemples. En hydroélectricité, on parle des vannes de barrage, des treuils, des pièces encastrées. Au niveau de l'aluminerie, des bosses-barres, des superstructures. On fait des ponts, puis de l'équipement d'usure dans les mines. Nos secteurs, bon, je les ai mentionnés, principalement l'hydroélectricité, l'aluminium, les mines, les papetières et les ponts. Nos marchés ciblés pour toutes ces industries, c'est le Canada, mais pour l'aluminerie, les alumineries, on s'étend à l'international, puis pour les papetières, à l'Amérique du Nord. Au point de vue de capacité, on a de l'ingénierie, mais notre ingénierie est pour notre fabrication. On a 3 usines au Saguenay, un bureau à Montréal,
Et puis, on a nos propres capacités d'usinage. Puis récemment, comme Louis en parlait, on s'adapte, on suit la tendance, la transition. On est en train d'automatiser certains de nos procédés. Merci. Merci, Jacques. Et maintenant, Lynn, donc Investissement Québec CRIC qui fêtait son premier anniversaire de fusion aujourd'hui, en fait, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Antoine. Merci beaucoup de m'inviter à ce panel. Aujourd'hui, le premier anniversaire d'une très grande transition. Une grande transition pour une société d'État qui compte aujourd'hui plus de 1000 employés. Donc, Investissement Québec, on a connu Investissement Québec surtout pour son rôle de bras financier du gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, bien, Investissement Québec, c'est une nouvelle société, on l'appelle le Nouvel Investissement Québec parce qu'en plus d'apporter une foule de solutions financières aux entreprises pour accélérer leur développement économique, leur croissance, eh bien, on a une nouvelle boîte à outils puisque à l'intérieur de la société, on a joint d'autres équipes, dont l'équipe anciennement d'Export Québec. Il y a la formation de Investissement Québec International, donc tout le support à l'exportation et l'ouverture des marchés. On a également toute une série de conseils d'affaires, conseils stratégiques, et on vient joindre à tout ça l'accompagnement technologique. Donc, une société d'État avec maintenant qui a doublé de taille, qui est représentée dans 24 villes, 17 régions au Québec et qui se veut un point d'entrée unique pour offrir aux entreprises une foule de services pour les accompagner dans leur transition. Merci beaucoup, Lynn. Justement, restons avec toi pour commencer. Donc, briser la glace, un peu faire le topo de la transition écosystémique. On sait que vous avez des activités justement traditionnelles, comme tu viens de le présenter, d'opérations autant au niveau finance que technologique. Mais Investissement Québec CRIC a quand même aussi le mandat de collaborer avec l'écosystème manufacturier, l'écosystème d'innovation industrielle, puis aussi de connecter les entreprises avec des produits et services qui sont assez essentiels pour leurs opérations, pour leur prospérité, pour leur pérennité également. Comment est-ce que tu qualifierais l'écosystème d'affaires au Québec? Et d'un autre côté, c'est quoi les principales difficultés qui sont rencontrées par les entreprises face à l'exploitation du plein potentiel de cet écosystème d'affaires-là? Oui, d'abord, je dirais que c'est un écosystème qui est, comme Louis l'a mentionné tantôt, extrêmement riche. On a énormément de ressources et de talents au Québec pour accompagner les entreprises. En même temps, c'est un écosystème qui est très, très fourni, puis c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors, évidemment, je salue Marie Gagné au passage. Bonjour Marie, il y a le réseau, évidemment, des CCTT avec presque 60 centres collégiaux de transfert technologique. Il y a les universités, il y a les centres de recherche, il y a les consortiums de recherche, il y a les associations sectorielles, il y a les incubateurs, j'en passe. Et là, je parle juste de l'écosystème d'accompagnement technologique. Alors, ça peut vite ressembler à un labyrinthe dans lequel c'est très difficile de s'y retrouver. Moi, je dirais, et je pense qu'il faut retenir deux choses. D'abord, pour les entreprises québécoises, pas besoin de chercher très loin parce que du talent, des ressources, il y en a pas loin de chez vous. C'est la première chose. La deuxième chose, je vous dirais, avec le Nouvel Investissement Québec, on a vraiment voulu simplifier le tout. On a voulu simplifier les démarches des entreprises pour faire en sorte qu'une entreprise peut avoir un seul point de contact chez Investissement Québec, dans le bureau régional. Et ce point de contact-là va vraiment lui ouvrir la voie à toutes sortes de services, que ce soit des services d'accompagnement stratégique pour l'exportation, des services financiers et des services d'accompagnement technologique. Tout ça sans que l'entreprise ait besoin de cogner à 10, 12 portes. Des fois, c'est même plus que ça. Alors, on fait énormément de choses, puis on travaille également en partenariat avec l'écosystème, que ce soit l'écosystème financier ou l'écosystème technologique. Donc, c'est vraiment le cœur de la transformation de cette société d'État-là, c'est simplifier et permettre aux entreprises d'accélérer
leur transition vers l'entreprise finalement plus productive, plus ouverte sur les marchés et qui a plus conscience aussi de son empreinte environnementale. Donc, je vous dirais, retenez 3 noms peut-être. Sur un de ces 3-là, par exemple, pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui dans la région du Saguenay, Alexandre Gagnon, ou bien qui est directeur de compte chez Investissement Québec, ou bien Sandra Bilodeau, qui est une conseillère spécialisée en développement économique, ou bien encore Guy Genet, qui est un conseiller en accompagnement technologique. Une de ces 3 personnes-là, vous retenez son nom et vous entrez vraiment dans ce chemin-là que les gens vont ouvrir pour vous. Merci beaucoup, Lynn. Je passe maintenant la parole à nos 2 entreprises. Donc, de chaque côté, autant qu'ADMEC que Produits Boréal, vos entreprises, vous participez beaucoup activement à l'écosystème d'affaires, même personnellement, Jacques et Audrey, dans vos secteurs respectifs, mais également, vous faites appel à ce secteur-là, à cet écosystème-là, dans vos projets d'affaires. Donc, autant vous donner comme vous en bénéficiez. Parlez-nous un petit peu de votre implication au sein de vos communautés et surtout, comment vous faites affaire à l'écosystème d'affaires québécois à son plein potentiel? Comment vous faites pour en profiter pleinement et qu'est-ce que vous en retirez? Je commencerai peut-être du côté de Audrey. Donc, comment on fait pour s'impliquer? C'est plus compliqué avec l'ère de la COVID. On le sait, il y a de moins en moins d'activités. Avant, il s'agissait de participer à tous les événements, les formations organisées par les chambres de commerce ou encore même par Investissement Québec, par la CIDAL pour ceux qui sont de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Puis on faisait connaissance avec les personnes qu'il fallait dans ces activités-là. Donc, c'était vraiment plus facile de cette façon-là. Sinon, maintenant, on peut, comme Mme Dubois disait, appeler chez Investissement Québec, faire affaire avec Alexandre ou Sandra. Je ne connais pas M. Genet, mais pour ce qui est d'Alexandre et Sandra, c'est 2 excellents conseillers qui nous réfèrent aux bonnes personnes puis qui savent comment nous orienter là, dans toutes les problématiques qu'on vit en entreprise, que ce soit sous l'aspect financier, surtout dans le développement technologique, l'innovation, il y a beaucoup de risques. Des fois, on veut diminuer les risques, puis peut-être avoir accès à des programmes d'aide, que ce soit financier ou encore aussi de soutien. On n'a pas nécessairement les moyens, on n'a pas nécessairement les moyens d'embaucher un ingénieur à temps plein, on n'a pas assez de travail pour lui, ou encore on a besoin d'un expert. Je me souviens avoir fait affaire avec le CRIC pour un expert en colle. Je ne savais même pas qu'on avait ça au Québec parce que la plupart des fournisseurs de colle sont de l'extérieur du Québec. Donc, c'est ce genre de conseils qu'on peut aller chercher auprès d'eux. Souvent, ils ont les ressources pour nous aider également. Puis, il y a aussi l'aspect commercialisation. Mme Dubois en a parlé plus tôt, je ne veux pas me répéter, mais les bureaux du Québec à l'extérieur qui ont des excellents conseillers, qui ont des contacts, qui peuvent nous mettre en communication avec des partenaires d'affaires potentiels. Puis les organismes de promotion des exportations là, qui sont plus locales, qui sont capables de nous aider dans les programmes puis dans la formation à l'exportation pour nos employés à l'interne. Donc, c'est toutes des ressources là, avec lesquelles on fait affaire chez nous. Merci Audrey. Jacques, commentaire sur le sujet? Bien, écoutez, CADMEC participe activement dans l'écosystème québécois. Lorsqu'on parle de l'écosystème, on pense beaucoup aux organismes tels le CRIC. Il y en a plusieurs d'autres. Mais ça va au-delà de ça pour nous. Il y a une longue liste qu'on pourrait mentionner. Nous, principalement, il y a Alu Québec, qui évidemment, là, les entreprises de la région connaissaient bien. Si on est dans le domaine de l'aluminium, c'est un incontournable. Donc, on est membre avec eux, on est membre à l'AIEQ, on s'implique aussi, on est aussi impliqué sur le conseil de l'administration de l'AIEQ, un autre incontournable si vous êtes dans l'électricité. On travaille avec Investissement Québec, beaucoup au niveau du développement. Il y a l'Association de construction du Québec et il y a les chambres de commerce. On va aussi à l'extérieur du Québec, parce qu'on fait partie d'associations. Le but de tout ça pour nous, je dirais que la majorité de nos retours sont au niveau du développement des affaires. Être à l'affût des projets, être à l'affût des intervenants dans le milieu, que ce soit au Québec ou au Canada. Il y a aussi le côté technologie que vous avez parlé assez longuement. Quelles sont les nouvelles technologies?
Qu'est-ce qui est en développement? Comment pouvez-vous nous aider? Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau technologique? J'ai parlé qu'on se lançait en robotisation précédemment. Donc, l'écosystème nous aide beaucoup dans ça. Puis, il y a le côté financier aussi au niveau des subventions. Mais au-delà des organismes, l'écosystème comprend tous les joueurs qui sont dans votre secteur, comme les firmes d'ingénierie. Les firmes d'ingénierie ne nous donnent pas de contrat, mais je suis en discussion régulière avec eux parce qu'ils sont à l'affût des projets, ils sont à l'affût de ce qui s'en vient. Les donneurs d'ordre, évidemment, on s'inclut avec eux autres. Puis, j'irais même vous dire, ça va peut-être surprendre quelques-uns, mais nos compétiteurs. Au Québec, vous allez voir que les compétiteurs, c'est une saine compétition. Puis, je ne parle pas ici là, de collusion, etc., mais rien que se jaser puis discuter de l'industrie en général. Je vais vous dire que dans d'autres provinces, lorsqu'ils savent qu'on se jase, lorsqu'ils nous voient dans des expositions, ça surprend le monde. Mais comme je disais, c'est une compétition saine, puis on se partage des projets, de l'information, évidemment, publique, mais qui nous aident dans notre cheminement. Puis des exemples concrets, je peux vous dire que l'AIEQ participe à la promotion des emplois du secteur de l'électricité. Vous avez parlé dans la présentation qu'avec ce qui s'en vient, on va avoir probablement un manque d'emploi un manque de travailleurs avec la reprise. Donc, l'AIEQ, avec d'autres organismes, font le tour des universités, des cégeps pour promouvoir les emplois d'électricité. Donc, ça nous aide directement. Investissement Québec, avec son réseau de représentants aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, ils nous ont donné l'opportunité de faire une présentation à tous ces représentants-là qui peuvent nous assister dans notre développement. Puis, l'incontournable ALU Québec qui a son réseau d'équipementiers, un comité d'équipementiers où est-ce qu'on peut discuter, parler de nos problèmes, de ce qu'on entrevoit, puis qu'eux autres vont amener aux donneurs d'ordre. Puis des nouvelles technologies qui peuvent être utilisées, comme l'étude avec l'Université Laval d'ALU Québec pour des passerelles, des ponts en aluminium qui serait un développement là, fantastique pour le Québec, là, dû à notre force en aluminium. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Donc, j'entends de vos propos, Jacques et Audrey, d'un côté, il faut être impliqué un peu partout parce que c'est là que la grande valeur est. On peut contribuer, on peut apprendre, on peut avoir des opportunités au niveau du développement des affaires. On est au courant des opportunités qui ont des tendances de marché et ça peut venir de toutes sortes de sources, des organisations québécoises comme fédérales. On peut entendre des concurrents comme des partenaires de services, des fournisseurs. Donc, c'est vraiment 360 degrés. Et j'entends également quelque chose qu'Audrey, tu ne nous as pas dit, mais qui est très pertinent, c'est qu'il faut engager une Audrey dans son entreprise. Il faut engager quelqu'un qui a vécu peut-être dans ces milieux-là, qui connaît le réseau, qui le maîtrise, comme ça a été ton cas. Tu viens d'une ORPEX, si je ne me trompe pas. C'est exact, oui. Donc, en venant du milieu, tu as déjà le réseau, tu as déjà les connexions, tu as déjà la maîtrise du labyrinthe. Comme le disait Lynn, c'est un labyrinthe un petit peu. Toi, tu connaissais déjà le passage, par quel chemin passer, par quel chemin pas passer. Donc, ça aussi, c'est une meilleure pratique. Embaucher une Audrey, malheureusement, il y en a juste une, mais j'ose espérer qu'il y a d'autres personnes qui ont quand même cette expérience-là. Donc, ça peut être une bonne source pour s'aider à naviguer le labyrinthe. J'irai maintenant vers Lynn. La reprise économique, c'est aussi une opportunité, je crois, pour les fournisseurs de l'écosystème de venir en aide aux entreprises qui ont vécu ou qui vivent encore des moments difficiles. Parle-nous un petit peu de ça, cette belle opportunité-là d'exploiter dans le bon sens là, la reprise économique. Je confirme, Antoine, je confirme qu'aujourd'hui, un an après le début aussi à peu près un an, un peu plus après le début de la pandémie, aujourd'hui, nous, on voit beaucoup plus d'activités qu'il y a un an au niveau des entreprises, c'est-à-dire de leur intérêt à se transformer. Des projets, il y en a énormément, puis je pense que les entreprises, elles ont compris l'importance de passer à cette transition technologique. Donc, il y a énormément d'activités. Il y a beaucoup d'aide aussi autour, il y a beaucoup d'aide disponible, il y a beaucoup de partenaires d'écosystèmes et de fournisseurs qui sont disponibles pour aider les entreprises. Donc, beaucoup d'opportunités. Je vais en nommer là, quelques-unes des opportunités qui sont offertes aux entreprises. On a entendu parler beaucoup de productivité, innovation. C'est une
initiative stratégique d'investissement Québec où vraiment on engage les entreprises, même dans des laboratoires virtuels, on les engage dans des projets de transformation. Il y a même une web-série, je vous invite à aller voir sur YouTube, la web-série Mago de comment on peut se transformer. On vient tout juste également de lancer une autre initiative qui s'appelle Compétivert et qui invite les entreprises à adopter des processus, des technologies plus vertes, plus vertes et plus vertes, donc des technologies durables. Il y a toutes sortes de solutions financières, subventions, etc. On vient de lancer cette semaine, Louis en parlait tantôt, l'offensive de transformation numérique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à saisir et je dirais que pour les partenaires de l'écosystème, on demande aux entreprises de se transformer, de regarder leur modèle, de se transformer, d'avoir des partenaires. Mais je crois que ça s'applique aussi à tous les fournisseurs, puis les membres de l'écosystème qui veulent saisir les opportunités. Je pense qu'ils doivent se montrer plus agiles. Ils doivent montrer plus de flexibilité puis d'ouverture à la collaboration avec d'autres partenaires de l'écosystème. Puis encore une fois, je veux souligner le fait, puisque Marie est à l'écoute, Marie Gagné de Synchronex. Marie, elle a accepté une invitation que je lui ai lancée de faire partie justement d'une table de partenaires où on essaie ensemble de faire un peu plus de sens puis de voir comment ensemble on peut mieux aider les entreprises. Donc, voici une des attitudes, je crois, à avoir pour le futur puis pour saisir les opportunités. Donc, la clé dans ça, ce que j'entends, c'est deux mots, agilité, avec ça, la flexibilité, naturellement. Pour tricher, j'en ajoute un troisième, mais disons agilité et une posture de collaboration. Donc, toute cette posture-là au niveau des fournisseurs, des collaborateurs, de tous les niveaux. Je pense que dans les noms que tu as nommés, il y avait des CCTT, mais on parle aussi, tantôt, tu mentionnais des universités, des centres de recherche, consortiums de recherche. Ça peut même aller jusqu'à des fournisseurs privés qui doivent également faire leur part des Nordastello, qui sont une société d'ingénierie québécoise très forte en fabrication avancée, qui peuvent contribuer également. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Et puis ça, c'est sans compter tous les acronymes au Québec. Vous les avez vus dans nos partenaires. Il y en a quelques-uns, des Prima et d'autres de ce monde. Cette réalité-là, il y en a beaucoup. Je comprends que la collaboration entre chacun de ces acteurs-là est une façon habile de mieux aider les entreprises. Oui, c'est important. Je pense qu'on est plusieurs à avoir compris qu'il y a tellement un grand effort à fournir au Québec pour faire en sorte de faire bouger nos aiguilles de productivité. On ne va pas y arriver en étant chacun de son côté, mais on va y arriver ensemble. Investissement Québec est un très, très long historique de partenaires. On fait des partenariats, des collaborations pour réaliser les projets à la fois avec tout l'écosystème privé. Je vais mentionner le réseau des équipementiers aussi du Québec, les firmes d'ingénierie privée et autres, et tout l'écosystème de collaboration aussi. Donc, je pense que c'est ensemble qu'on va réussir à faire progresser les entreprises. Merci beaucoup, Lynn. Peut-être en guise de conclusion en termes du panel, puis en passant, j'invite les participants, si vous avez des questions, le moment est le bon pour les poser dans le chat ou dans la section Q&A. Mais autrement, pour nos trois panélistes, une dernière question, à savoir, quel conseil vous donneriez d'un côté aux entreprises, mais de l'autre côté aux organismes d'appui, aux organisations d'appui de l'écosystème d'affaires pour être le plus pertinent et le plus utile possible à des manufacturiers québécois. Donc, d'un côté, Lynn, en termes de collaboration, mais d'un autre côté, Audrey et Jacques, en termes de, vous savez, qu'est-ce que vous recherchez dans des bons partenaires au niveau des organismes, des organisations d'appui. Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander pour leur assurer d'être le plus pertinent possible dans l'écosystème manufacturier, dans le contexte où on vit aujourd'hui? Je commencerai peut-être par Audrey, ensuite Jacques, et on va terminer par Lynn. Du côté des entreprises, je pense que de rester ouvert, des fois, on pense qu'on est trop occupé, on n'a pas le temps de participer des fois à certaines activités ou de s'impliquer dans des groupes ou quoi que ce soit. C'est de rester ouvert puis des fois de consacrer un peu plus de temps à cette portion-là de notre développement là, qui est vraiment multi-axe. Puis du côté des organismes, ce serait peut-être de faire preuve de plus de flexibilité parce que les programmes sont déjà pertinents, les personnes sont déjà ouvertes à aider toutes les entreprises qu'elles peuvent. Ça serait vraiment en fait d'être plus flexible. Les programmes sont souvent plus
rigide, puis c'est normal, il y a toutes les années financières, ce genre de choses-là qui sont inflexibles, mais dans nos entreprises, on vit des fois 500 choses par jour. C'est pas toujours facile d'avancer les projets comme on l'avait planifié peut-être 3-4 mois d'avance. Donc, de la flexibilité, je pense que ce sera un plus. Merci beaucoup, Audrey. Jacques? Bien, moi, au niveau des organismes, comme on appelle justement des organismes d'appui, donc pour pouvoir nous appuyer, ils ont besoin d'avoir des besoins, des problématiques à résoudre. Puis ça doit être passé par nous, les membres, les gens dans l'écosystème pour faire affaire, pour que les organismes puissent nous aider. Les organismes, ce que je recommanderais en termes d'amélioration, ça rejoint un peu ce que Mme Gagné a dit d'entrée de jeu. Elle a dit que le CCCT, c'était un secret bien gardé. Puis je pense que ça ne s'applique pas seulement au CCCT, beaucoup d'organismes sont peu connus des entreprises. Puis je pense que d'aller chercher une meilleure visibilité pour être connu, c'est la recommandation que je donnerais. Maintenant, aux entreprises, ce que je commanderais, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est de déterminer et de partager vos besoins avec l'organisme approprié. Ces organismes-là ont des ressources, ils ont de l'expertise, puis ils peuvent faire un travail qu'une entreprise comme Canmec ou n'importe qui n'a pas les ressources de faire. Ils peuvent faire un bon bout de chemin, mais encore faut-il qu'ils sachent, qu'ils connaissent vos besoins. Merci beaucoup, Jacques. Et pour conclure cette question, Lynn. Oui. Bien, je dirais aux entreprises, si vous n'avez pas une Audrey chez vous, contactez votre bureau régional d'investissement Québec parce que ça va vraiment être un catalyseur pour vous, puis ça va vous ouvrir la voie à beaucoup de collaboration et beaucoup de services. Donc, ça va vous faciliter la transformation. Et je dirais aux partenaires, je pense qu'il faut tous se rappeler que il faut rendre l'expérience aux entreprises enrichissante parce que ce qu'on voit, là, c'est que quand les entreprises commencent à se transformer, il y a tout un effet qui se passe à l'intérieur de l'entreprise de mobilisation des employés. Puis ça, c'est vraiment un mouvement qui prend de la force et qui se propage. Donc, rendez ça facile, adaptez votre approche aux besoins du client. Permettez-lui d'avancer en créant une expérience facilitante qui va le propulser beaucoup plus loin. Merci, Lynn, pour ces belles paroles. Donc, si j'avais peut-être à résumer ce qu'on vient d'entendre pour conclusion, au niveau des entreprises, une ouverture à le faire un premier pas, un premier projet, trouver son Audrey. Trouver son Audrey, c'est important, mais à défaut de quoi, contacter son bureau régional. En passant, Audrey, tu risques de recevoir beaucoup d'offres d'emploi après aujourd'hui. Pour beaucoup d'appels, je suis prête à aider. C'est bon. Merci, c'est gentil. Au niveau des organismes maintenant, flexibilité à tous les niveaux, mais dans vos programmes, et connecter à ça l'expérience enrichissante, l'expérience client. Et je fais le lien ici avec la transition expérientielle. En passant, vous aussi, vous devez passer par la transition expérientielle. L'arrimage avec les besoins réels et prioritaire des entreprises, donc avoir une offre de service qui est pertinente, qui est arrimée avec les besoins. Et finalement, un peu l'idée que l'humilité, c'est une grande qualité, mais la modestie, c'est un grand défaut. Il faut être connu, un petit peu en référence à ce que disait Jacques et au début de la rencontre Marie de Synchronex. Donc, l'idée qu'il faut arrêter d'être trop modeste, il faut laisser savoir qu'on existe, qu'on est là. Donc, sans plus tarder, on irait vers le message de conclusion à Maxime, mais juste avant, j'aimerais vous remercier, Audrey, Lynn, Jacques, merci beaucoup pour votre participation, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Très, très intéressant et très pertinent, donc merci. Plaisir. Plaisir. Donc, merci beaucoup tout le monde. En fait, merci Mme Coulombe, M. Dubois, M. Brochu de vos partages. En fait, là, c'est une belle occasion pour nous d'en apprendre davantage sur vos entreprises, les enjeux auxquels vous faites face, puis la façon dont vous y faites face. En fait, là, vous êtes des beaux modèles d'entreprises régionales, avant-gardistes dans vos secteurs d'activité également. Et en fait, je remercie également nos deux conférenciers qui ont fait un
excellent travail. Donc, M. Duhamel, M. Julien, c'était vraiment intéressant. La présentation a été très intéressante pour tout le monde. Ça conclut notre webinaire de ce matin. Donc, au nom de la Chambre, je remercie à tous les participants pour votre présence aujourd'hui. Je souhaite que ça a pu être très enrichissant pour vous. Je remercie également Synchronex, partenaire de l'événement, et la Fédération, évidemment, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, un joyeux congé de Pâques, évidemment, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous.